Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous remercions une fois de plus de suivre ces débats qui prennent la place du village de l'économie sociale de la fête de l'UMA, dans cette fête de l'UMA autrement. Et d'ailleurs, nous voulons remercier la MGEN de son accueil dans son amphithéâtre pour nous permettre de faire ces débats de tenir ces débats dans les meilleures conditions. Nous allons parler ce soir essentiellement des rapports entre économie sociale et territoire. Dans la crise que nous avons vécue, il y a eu beaucoup de déclarations démagogiques de la part du pouvoir, voire iréniques, et beaucoup d'espoir de la part de trop nombreuses personnes qui ont cru que par un effet magique, la crise allait produire par elle-même un monde d'après plein de paix et de roses. Et nous savons pertinemment que ce n'est pas vraiment le cas. Et quand nous voyons les mesures qui sont prises, notamment par exemple autour du plan de relance, nous avons encore beaucoup de choses à conquérir, nous militants d'une économie sociale de transformation sociale. Donc ce sont des responsables de cette économie sociale de transformation sociale que nous avons réunis ce soir. Éric Forti, qui est vice-président de SS France et président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire d'Île-de-France. Éric Chenu, qui est vice-président de la MGEN et qui est au groupe Vivre, nous en reparlerons. Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers. Et Jean-Claude Tuffery, président du GOS, le groupement des organismes employeurs de l'économie sociale et solidaire, qui est notre partenaire pour ce débat de ce soir. D'ailleurs, le GOS a été présent dans ces débats du village de l'ESS dès la première édition en 2013, et nous tenions vraiment à ce qu'il soit présent dans ces débats un peu particuliers de cette année. Puisque avant de donner la parole à nos invités, je voudrais signaler, parce que nous sommes là pour l'humanité et que ce livre est édité par les éditions de l'Humanité, et puis parce que c'est un manifeste communiste pour une conception communiste de l'économie sociale et solidaire, et que le Parti communiste et ses organisations sont adhérentes du GOS qui nous accueille ce soir. Voilà, je vous présente ce manifeste pour une conception communiste qui vient de paraître aux éditions de l'Humanité et qui est une contribution à ce qui sous-tend notre débat de ce soir, c'est-à-dire la dimension politique qu'il nous faut donner à nos combats d'économie sociale et solidaire pour devenir ce que souhaite Jérôme Sadier, le président de SS France, pour essayer de devenir la norme de l'économie de demain. Et nous voyons que quand nous considérons les premières déclarations de la nouvelle secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, que nous sommes peut-être un peu loin du compte. Donc je vais donner la parole d'abord puisqu'il s'agit de territoire, à Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, qui est par ailleurs très engagé sur les questions d'économie sociale qu'il a été au niveau du département des Hauts-de-Seine, de nous dire ce qu'il fait avec les organisations d'économie sociale et solidaire de son territoire, ce qu'il en attend et ce qu'il espère faire davantage avec elles, pour peut-être un peu que nos autres participants essayent de contribuer à combler ces espérances. Patrice, tu as la parole. Merci, bonsoir à toutes et tous. D'abord, je ne suis plus au conseil départemental, donc je me suis replié sur Gennevilliers, si on peut dire. Ce qu'on attend, alors moi j'ai bien conscience, et d'ailleurs le manifeste qui est fait là est intéressant dans son titre, parce que l'ESS n'est pas un modèle homogène. Il y a au moins 2 ou 3 conceptions d'économie sociale et solidaire. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'économie sociale et solidaire, c'est son côté transformateur. Ce que j'en attends, c'est au moins 2 choses minimum.
puisque j'ai la prétention, comme maire communiste, de vouloir essayer de changer les choses et de changer ce monde, changer la vie et changer la vie des gens. Et donc de l'ESS, ce que j'attends, c'est qu'elle nous aide à faire ça. Au moins sur deux plans. D'une part, sur le plan démocratique, c'est-à-dire de faire la démonstration qu'on peut gérer à plusieurs et en faire une gestion démocratique des entreprises concernées. Et le deuxième plan, c'est de montrer qu'il est important et possible, et même mieux pour l'économie et les hommes et les femmes, de répartir différemment la richesse. Je crois que ce sont les deux pieds sur lesquels il faut s'appuyer pour une économie sociale et solidaire transformatrice. Alors, déjà, ça changerait beaucoup de choses dans une ville si ce modèle économique était dominant. Aujourd'hui, il est un peu je dirais, minoritaire. L'idéologie dominante n'est pas sur ce champ-là. Alors, dans notre ville, on a décidé de favoriser l'économie sociale et solidaire. Quand je dis favoriser, il faut voir d'où on est. C'est-à-dire qu'il y a 43 000 emplois à Gennevilliers. Il y en a 2 000 qui sont de l'économie sociale et solidaire. On a 80 structures de l'économie sociale et solidaire dans notre ville. Pour progresser, on a travaillé dès le début du mandat précédent, 2014, avec une coopérative d'ailleurs, à faire un diagnostic de notre ville et des propositions pour être plus attractif sur l'économie sociale et solidaire et essayer de le développer. C'est ce qui nous a fait progresser de 2,5% en un mandat. C'est petit et en même temps, c'est un progrès, donc on avance. Et les structures de l'économie sociale et solidaire dans notre ville nous aident sur plusieurs plans. D'abord, en général, elles développent du lien social. Elles développent l'idée de l'intérêt commun, du bien commun et de la solidarité entre les hommes et les femmes sur un espace ou sur un thème. Et cela change la vie, en vrai. Je vois, on a Bicyclette dans notre ville, qui est une entreprise de réparation de vélos et de vente, qui fait aussi, qui va, en lien avec l'office HLM, faire le tour des immeubles pour aider les gens à réparer leurs vélos. Ça génère des tas de choses, des comportements différents. Un vélo dont une pièce de cassée, on ne va pas le changer à Decathlon, on le répare, on apprend à le réparer avec eux, ça crée du lien entre des personnes qui savent, d'autres qui savent moins, ça fait des transferts de savoir, ça fait des reconnaissances de métiers, ça fait le développement aussi du vélo, parce qu'en même temps, ils font une école pour le vélo pour les adultes, parce que contrairement à ce qu'on pense, tout le monde ne sait pas faire du vélo, et à l'âge adulte. Et donc ça génère ce lien, ça génère de l'activité. Mais on a d'autres activités de ce type. D'ailleurs, c'est plus souvent les petites entreprises de l'économie sociale et solidaire qui créent du lien social, quand les grandes entreprises, nous on a aussi Up, chèque déjeuner, qui a un rapport beaucoup plus distant à notre ville. Par contre, ils aident plutôt sous forme de mécénat au club de basket, d'handi basket. Donc ils essayent quand même d'avoir ce lien, mais ce n'est pas le poisson pilote, contrairement à ce qu'on aurait aimé, du développement de l'économie sociale et solidaire locale. Les petites structures, davantage. Et puis on travaille à essayer de pervertir le système, on dira, en favorisant, en essayant de libérer des locaux pour que des entreprises de l'économie sociale et solidaire s'installent. Toutes les réunions qu'on fait avec les entreprises en général, capitalistes pour aller vite, on invite les entreprises de l'économie sociale et solidaire pour qu'elles se fassent connaître et trouvent des débouchés à l'activité. On a Tricycle qui s'est installé, qui fait par exemple des meubles de bureaux avec des matériaux de récupération. Et on arrive à développer cela. Est-ce que des entreprises capitalistes utilisent ces entreprises de l'économie sociale et solidaire pour leurs propres besoins? Donc c'est un tas l'idée, c'est d'arriver à faire système au bout d'un moment pour faire basculer des idées dans la population. Alors ça ne suffira pas, il ne faut pas que l'économie sociale et solidaire, mais il faut engager aussi du débat public autour de ces notions de répartition de richesse, de pouvoir démocratique dans l'entreprise, de penser l'économie autrement, voire de frugalité heureuse, c'est-à-dire que ce n'est pas la consommation à tout va, c'est comment on consomme ce dont on a besoin sans chercher plus et comment on est économe en ressources. De ce point de vue-là, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont, peut-être pas tous, mais très souvent sensibles et nous aident à développer ces idées. Et est-ce que vous avez une participation particulière des associations, des centres de santé, de mutualistes ou associatifs ou
dans la ville de Gennevilliers, sur le versant, j'allais dire réparation, celui auquel on ne veut pas contenir l'économie sociale, mais qui est quand même une chose importante dans la période qu'on vient et sur lequel nous reviendrons avec Eric. Ça fait bien que tu le dises, parce qu'il ne faudrait pas que l'économie sociale et solidaire soit le prolongement des abandons du service public. Voilà. Et donc, l'économie sociale et solidaire est un système économique qui doit vivre et se développer selon les interactions entre des individus qui veulent créer un projet économique. Mais par exemple, dans le domaine de la santé, il n'y a pas beaucoup d'espace pour ce type de structure, puisque nous avons 2 CMS municipaux dans notre ville, ce qui ne nous empêche pas de travailler, par exemple, avec la Mutuelle Mayotte, qui est chassée d'une autre ville par le département des Hauts-de-Seine, et donc que nous avons récupéré dans notre ville pour créer une crèche et accueil de petits-enfants pour des enfants porteurs du syndrome d'autisme. Donc on peut travailler à ce type de collaboration. Mais c'est vrai, le risque, c'est comme en direction de l'économie sociale et solidaire, mais comme du monde associatif en général, je dirais, c'est que ce monde associatif soit le palliatif d'abandon de services publics dans le domaine de l'État ou dans le domaine municipal. Donc il faut faire attention à cela. Par contre, toutes les collaborations, oui, sont à jouer. Donc on a un service public puissant de lien avec les habitants. Je pense aux personnes âgées, de repas à domicile. C'est la ville qui assume ce type de dispositif. Mais si on avait besoin, on le ferait avec, bien entendu, plutôt des entreprises de l'économie sociale et solidaire plutôt qu'avec des entreprises privées. Marchand, merci. Parce qu'elles sont privées aussi. Vous avez raison, c'est de l'économie privée. Eric Fortu a aux 2 titres de vice-président de ESS France et de président de la CRES, puisque Gennevilliers est en Île-de-France. Est-ce que l'économie sociale est en mesure d'abord de répondre aux attentes, et est-ce qu'elle porte véritablement cette dimension d'intervention citoyenne? On a bien vu aux dernières municipales, dans pas mal de villes, le poids qu'ont pris, parfois pas forcément décisif, mais important, dans la constitution de listes de changements. Je pense à Marseille, je pense à Strasbourg, je pense à Poitiers, etc. Donc est-ce que l'économie sociale est en mesure d'abord de répondre aux attentes d'un maire comme Patrice et de le faire dans une perspective plus large de transformation? Alors je rajouterais un 3e titre qui justifie ma présence ici, c'est que je suis citoyen d'un pays, habitant notamment, et agissant autant que je le peux sur la transformation de mon territoire. Globalement, l'ESS est dans une situation qu'on va qualifier de particulière dans ce contexte. Tu l'as évoqué, Jean-Philippe, nous sommes sortis d'une période où les représentations territoriales de l'ESS à travers les CRES étaient à côté de cette structure nationale de représentation de l'ESS qui s'appelle maintenant ESS France. On a rassemblé tout ça. C'est ce que préside Jérôme Sadier, que tu citais tout à l'heure. Et donc j'ai l'honneur de faire partie du bureau de ESS France qui a vocation à représenter l'ESS nationalement et internationalement, et également sur les territoires à travers les CRES qui continuent de réaliser leur mission telle que la loi ESS 2014 leur a octroyé, dévolue. La question que tu poses, elle est particulièrement importante dans le rapport de l'ESS aux capacités de transformer la société. Et ça, il faut bien le dire, et ça fait 150 ans que ça dure, les dirigeants, les entrepreneurs de l'ESS, les représentants de ces réseaux divers et variés qui constituent l'ESS, je ne reviens pas sur le périmètre de l'ESS tel que défini dans la loi, ces acteurs de l'ESS n'ont pas tous la même volonté de transformer la société. Pour beaucoup, je ne saurais pas qualifier la proportion, quantifier la proportion. Pour beaucoup, l'ESS, c'est des principes d'organisation, c'est des modes de production collective qui produisent des biens et des services, mais ils ne vont pas jusqu'à, et c'est aux grandes dames d'une bonne partie des acteurs dont je fais partie,
ne vont pas jusqu'à conscientiser l'importance qu'ont ces principes dans la définition des modes de production, de distribution des richesses et de consommation des biens et des produits, eu égard à une volonté de transformer le système, transformer la société. Et je fais partie de ceux, comme de plus en plus nombreux, qui pensent que c'est quand même de ça dont on doit partir, et c'est quand même sur ces bases-là qu'il faut qu'on arrive à réfléchir sur la proposition de solutions à toutes les crises ou à toutes les difficultés que nous sommes en train de constater ou que nous devons anticiper en matière d'organisation collective. Et en ça, la crise Covid-19, finalement, paradoxalement, nous a emplis d'espoir. Tu l'as dit un peu dans ton introduction. Alors, ESS France, qu'on soit clair, travaillait depuis plusieurs mois à la conception d'un certain nombre de propositions, considérant que nous étions tous d'accord à minima pour dire que les principes de l'ESS, derrière les définitions que nous portons, pouvaient apporter des solutions à cette crise de transition écologique, sociale et donc politique que nous sentions, que nous sentons depuis plusieurs années. La nécessité de construire autrement les choses, de produire autrement, de consommer autrement pour des raisons écologiques, de redistribuer les richesses créées collectivement pour des raisons sociales évidentes. On sait tous, on ne peut pas le nier, que les inégalités se creusent et que la tension derrière ces inégalités qui se creusent est exacerbée et que dans certains territoires, c'est les uns contre les autres au nom de cette compétitivité et de cette concurrence qui est devenue l'objectif numéro 1 du système dominant, puisque tout est basé sur l'amélioration de la compétitivité, de la concurrence et de l'organisation du développement de ce qu'on appelle la croissance, dans un monde qui ne nous permet pas d'espérer une croissance infinie. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc ces solutions, on pensait bien pouvoir les faire comprendre, les faire partager par le plus grand nombre, et y compris et surtout par les gouvernants, les élus locaux, au moment de cette crise Covid-19. Surtout quand, comme tous les citoyens, on a entendu un certain nombre de responsables politiques, dont le président de la République, nous parler du jour d'après, des choses qui seraient plus comme avant, qu'on allait devoir aborder une résilience collective sur les problèmes que nous constations. Bon, il n'en a pas été ainsi. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Là, on vient de, comme tout le monde, découvrir qu'après le remaniement de juillet, nous avions une secrétaire d'État, telle que nous le souhaitions, qui est logée à Bercy, Olivia Grégoire. Donc, sa référence, c'est le maire, c'est le ministre des Finances. Pourquoi pas. Mais pour autant, les premiers contacts que nous avons, et surtout l'énonciation du plan de relance de Castex dernièrement, nous ont montré, du Premier ministre, pardon, nous ont montré que tout ce que nous avions commencé à défricher comme possible solution, tout ce que nous avions abordé comme modification des modes de production et de consommation et de distribution des richesses, n'est pas forcément au rendez-vous des annonces gouvernementales. Honnêtement, ce n'est pas une surprise. Mais bon, on a quand même été fortement déçus et nous sommes engagés dans une dynamique nationale que pour l'instant nous appelons la République de l'ESS. Alors c'est encore en discussion, c'est en discussion interne ESS France, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur l'utilisation de cette dénomination de notre plateforme, charte, plateforme de plaidoyer, on verra bien comment on va l'appeler, mais nous ne lâcherons pas, quoi. On ne lâchera pas sur l'absolue nécessité de profiter, entre guillemets, de cette crise pour transformer tout ce qui nous a amené à cette crise, puisqu'on sait maintenant que cette crise, ce n'est pas le fruit d'une espèce de développement de virus spontané, c'est le fruit également d'un impact de nos modes de production et de notre société dans son organisation planétaire sur l'environnement et tout un tas de conséquences à la clé. Alors pour revenir au niveau local, moi je dirais que par définition, l'ESS, alors je vais reprendre une définition de quelqu'un qui nous est cher ici, c'est celle de Jean-Louis Laville. Par définition, c'est ce qu'il dit en tout cas, l'ESS c'est l'organisation solidaire de citoyens qui produisent des biens et des services, sociaux ou non d'ailleurs, parce qu'on n'est pas forcément confiné dans la réponse sociale, pour répondre à des besoins peu ou mal couverts par le marché ou par les pouvoirs publics.
il y a cette notion territoriale de citoyens qui s'organisent pour construire les réponses, sociales ou non, dont ils ont besoin, et qui font de la solidarité un mécanisme de construction collective et de production de ces réponses. À partir de là, la réponse à ta question, elle est contenue dans la définition de ce qu'est génériquement, historiquement l'ESS, ou ce qu'elle devrait être, parce qu'on sait bien que dans l'histoire de l'ESS, il y a eu parfois, ici et là, dans certains secteurs d'activité, des dérapages où les principes n'ont pas forcément été respectés à la lettre. Mais au départ, c'est ça l'ESS. C'est, pour prendre un exemple local comme celui que donnait le maire de Gennevilliers, des citoyens qui, n'ayant pas assez de place en crèche dans les services publics, organisent des coopératives pour accueillir des crèches. Il y a un réseau de coopératives de crèches en Île-de-France qui est assez développé, un peu partout dans les territoires, pour répondre à des besoins de garde de petits-enfants. Les citoyens se sont organisés pour construire cette réponse. La deuxième particularité, c'est que c'est ce que tu abordais en parlant de cohésion sociale, de agir ensemble pour vivre ensemble. Ces citoyens qui s'organisent pour produire leurs réponses, en plus, ils sont acteurs de la production des services dont ils ont besoin. Ils ne sont pas dans une relation usager ou client d'un service public ou d'une production marchande. Donc ça a des intérêts dans une société qui mérite d'être abordée sous un angle de nécessité de renforcement de la cohésion et du vivre ensemble. Un des concepts qui peut être sous-jacent au développement de l'ESS, c'est que quand on travaille ensemble, quand on coopère, quand on est solidairement engagé dans la production collective, on s'accepte mieux, on se connaît mieux, on vit mieux ensemble. On est dans des rapports qui peuvent espérer renforcer cette logique de société qui, aujourd'hui, me semble-t-il, fait défaut sur des bases aussi simples que la compétitivité exacerbée, la concurrence. Autre réponse immédiate, dans la crise notamment, ça a été cette inertie de l'État qui, comme on le sait en France, alors là, je m'avance sur des logiques qui vont sûrement occasionner des échanges et des débats. Je ne suis pas un girondin et je ne suis pas un anti-républicain jacobin. Je considère que l'État a une fonction régulatrice incontournable. Mais il y a un moment, dans des urgences comme celles qu'on a connues, la capacité qu'ont eu les élus locaux à organiser des choses en s'appuyant sur la société civile quand elle était prête à s'organiser pour ça, et quand elle avait conscience de pouvoir agir collectivement, a permis de constater des réponses beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides, beaucoup plus adaptées aux besoins. En gros, l'aspect local de l'ESS est prépondérant, puisque par définition, quand on la définit comme une économie qui est basée, portée par des citoyens qui s'organisent pour répondre à leurs besoins, on peut penser que les productions qu'ils vont avoir, qu'ils vont réaliser, vont être mieux adaptées que n'importe quelle offre qui viendrait de je ne sais quelle structure marchande, ou voire même parfois du public. Alors c'est la petite évolution possible dans les rapports qui doivent continuer à s'installer entre les pouvoirs publics locaux, les citoyens et les principes du marché qui ne sont peut-être pas à foutre complètement à la poubelle. Il y a un moment où cette triangularisation, il s'agit de la rééquilibrer pour qu'aucune des pointes de ce triangle ne domine les deux autres. Mais il y a un moment où on peut espérer que sur des territoires, dans une logique d'intelligence collective, c'est un grand mot, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas dans un rapport constructif, les pouvoirs publics, les services publics qu'ils développent et les citoyens usagers de ces services publics puissent à un moment donné trouver des réponses hybridées où ils sont producteurs et administrateurs communément d'intérêts collectifs ou général. Voilà. C'est une autre définition de l'ESS qui, sur les territoires, a sa pertinence, c'est-à-dire permettre aux citoyens, aux habitants des territoires, de co-administrer avec les élus dans un rapport démocratique, constructif, des réponses à leurs besoins. Merci Eric. On va revenir sur ces questions. Mais avant, je voudrais poser à Eric Chenu une question plus circonscrite. À travers la crise hospitalière, il y a eu des revendications. À travers la crise et les luttes au sein de l'hôpital public, à travers la crise du Covid, il y a eu des aspirations à une démocratie sanitaire et à un changement de l'appréhension
de la protection sociale et de toutes ces questions. Comment une mutuelle militante comme la MGEN, partie du groupe Vive, partie de la fédération, peut prendre en charge, notamment dans sa liaison au territoire, ces questions de la démocratie sanitaire et apporter des réponses aux besoins qui se sont exprimés. On a vu à travers la crise qu'il y avait des différences criantes entre les territoires, des différences criantes, des différences sociales, mais surtout territoriales. Donc, comment une mutuelle comme la tienne peut apporter des réponses et peut animer un débat sur la démocratie sanitaire? Bonjour à tous et toutes. Je dirais tout simplement en devenant ce que nous sommes, en étant réellement des structures de l'économie sociale et solidaire, mutualistes, c'est-à-dire ancrées, comme tu l'as dit, dans les territoires, en s'appuyant sur des militants et des militantes, des femmes, des hommes engagés qui représentent les adhérents, qui s'emparent de ces sujets-là, qui créent les conditions du débat. En faisant en sorte qu'on ne devienne pas nous-mêmes, représentants des adhérents, des sachants, mais qu'à un moment donné, on crée en permanence les conditions pour que celles et ceux qu'on représente soient en capacité de décider, de délibérer collectivement. Pour ça, on a essayé différentes modalités. Alors, on a les rencontres mutuelles, où on va à la rencontre d'adhérents, d'adhérentes pour savoir si ce qui est mis en place par la mutuelle correspond à ce qu'ils attendent. Il y a quelques années, on avait fait les rencontres Ma Santé et Moi. Alors, tout simplement, c'était quoi l'idée? C'était déjà de renforcer et de conforter la place des adhérents au sein de la mutuelle, mais c'était aussi montrer aux gens qu'il n'y avait pas besoin d'être prix Nobel de médecine pour pouvoir parler de questions de santé. Ce n'était pas une question technique, c'est une question éminemment politique, de choix, d'organisation, etc. Et qu'en fait, quand on donnait la possibilité aux gens de s'exprimer, eh bien, ils avaient souvent ils avaient des idées, et souvent des très bonnes idées. Et en travaillant ensemble, c'était des soirées où on regroupait 300, 400, 500 personnes sur les questions de santé, eh bien, il y avait des choses qui émergeaient, il y avait des consensus qui émergeaient. Et il y avait cette capacité d'être et de faire ensemble. Pour moi, c'est aussi ça, l'engagement mutuel. Et donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à faire vivre. Aujourd'hui, on voit bien, sur les grandes... La crise de la Covid a révélé qu'il y avait un manque d'investissement en santé publique dans notre pays. On est sur un système de santé qui est trop curatif, ça fait des années qu'on le dit, on n'investit pas assez sur la prévention primaire, sur le dépistage, etc., même s'il y a des efforts qui ont été faits, même s'il y a plus de choses. Mais globalement, par rapport à d'autres pays, on fait moins. Par rapport à d'autres pays, l'éducation pour la santé, la promotion de la santé, n'est pas suffisamment investi. Il y a des efforts de la part de collectivités locales, de l'assurance maladie, mais la mayonnaise ne prend pas complètement. Alors elle ne prend pas, il y a plein d'explications au fait qu'elle ne prenne pas, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui le souci en France. Mais le fossé, il est grandissant. Par exemple, le côté vaccino-sceptique qui existe, pas seulement en France, il est particulièrement développé en France. Et il est même particulièrement développé auprès de populations bien informées. Par exemple, les adhérents de la MGEN, notamment les enseignants, font partie des catégories socio-professionnelles qui doutent le plus. Oui. Donc ça suppose à un moment donné qu'on redonne des moyens à la culture scientifique, qu'on arrive à faire en sorte que là, pour le coup, les vrais sachants, les chercheurs, les scientifiques, les universitaires, qu'on crée les conditions de la médiation pour que, quand ils parlent à l'ensemble de la société, ça soit compris, entendu, qu'il y ait du débat, parce qu'il peut y avoir des sujets qui peuvent faire débat, mais à un moment donné, que des avancées qui sont des avancées fondamentales pour la santé collective, pour la santé publique, soient vraiment pris comme des avancées fondamentales et pas comme oulala, il y a un grand complot, etc., etc. Donc ça fait partie de sujets sur lesquels il faut absolument qu'on débatte, mais qu'on débatte sans se battre. Et ça me fait penser à une initiative qu'on a prise là depuis un peu plus d'1 an maintenant, où on organise ce qu'on appelle les jeudis mutuels. Donc c'est des soirées qu'on organise ici, un peu sur le format de ce qu'on fait ce soir, des formats de 2 heures, et où on invite
des acteurs, des partenaires, etc., à échanger, alors avec nous ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des fois on n'est même pas autour de la table pour discuter, mais juste sur des débats, sur des questions qui nous semblent absolument essentielles. On l'a fait sur la question d'une approche genrée de la médecine et de la santé, parce que par rapport à la question de la santé des femmes, ça nous semblait essentiel, sur la question de l'utilisation des données de santé en numérique, etc., etc. Et l'enjeu de ces moments-là, de ces échanges-là, c'est vraiment d'éclairer, de montrer la complexité des sujets. Parce qu'aujourd'hui, du fait des chaînes d'information continue, du fait des réseaux sociaux, on est plutôt les uns et les autres amenés à nos sphères de confort. Et à un moment donné, il faut aussi qu'au contraire, on fasse un peu œuvre d'éducation populaire et citoyenne, des organisations comme les nôtres. Qu'on aille chercher nos concitoyens, nos concitoyennes, et qu'on les tire vers le haut. Qu'on leur montre que les sujets sont peut-être un petit peu plus complexes que ça. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils n'ont pas la capacité de les appréhender, de les comprendre, d'y prendre leur part, d'avoir leurs propres opinions, mais d'entendre les opinions des autres. Ce qui a été dit il y a quelques instants par le vice-président de l'ESS, moi je partage complètement. Notre rôle à nous, ce n'est pas juste de gérer une complémentaire santé, de la prévoyance de manière solidaire. C'est évidemment ça, c'est le cœur de notre activité. Mais à un moment donné, on a une ambition. On a une ambition qui est de promouvoir les valeurs de la République, de solidarité, de laïcité, de transformer la société pour qu'elle soit plus juste, laïque et humaine. C'est ça notre projet. C'est de faire en sorte que celles et ceux qu'on protège, mais plus largement les gens, ne soient pas contraints par un aléa de santé, ne soient pas contraints à la misère, ne soient pas contraints à renoncer à leur vie personnelle, professionnelle, familiale. C'est de leur donner les outils, finalement, de leur libre arbitre, mais aussi de mener leur vie comme ils le souhaitent. Et ça, il faut absolument qu'on ne perde pas ça de vue, parce qu'autrement, à un moment donné, le moyen qui est la protection sociale devient la finalité. Non, la protection sociale, ce n'est pas une finalité. C'est un moyen de se protéger de l'aléa en santé, de l'aléa d'un accident de la vie. Et donc c'est ça qu'il faut qu'en permanence on réinterroge pour savoir si aujourd'hui les réponses qu'on met en œuvre, nous à l'échelle de la MGN, à l'échelle de Vive, c'est toujours les bonnes. Et c'est aussi pour ça qu'avec d'autres mutuelles, avec Harmonie, avec MGFI, avec MNT, la MGN a souhaité constituer le groupe Vive parce qu'il nous semblait aujourd'hui que sur certaines questions, il y avait des enjeux fondamentaux et c'était en proximité dans les territoires qu'il fallait les construire, avec les collectivités locales notamment. Sur d'autres sujets, c'était d'autres formes de proximité qu'il fallait les chercher, les proximités numériques notamment, parce que c'est ce qui allait permettre d'amener du diagnostic, de l'expertise au plus proche des personnes, de pouvoir gommer certaines fractures qui peuvent exister, etc., sans en créer d'autres, bien évidemment. Mais aussi, sur un certain nombre de sujets, il fallait il y avait des effets de taille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même nous, MGN, où on protège un peu plus de 4 millions de personnes, Harmonie autant, eh bien, on n'avait plus les tailles critiques pour pouvoir investir sur certains sujets, pour pouvoir innover. Ou alors, ça allait prendre beaucoup de temps. Alors qu'en se regroupant, non seulement déjà, on allait continuer à appréhender les sujets autour de nos valeurs, autour de notre projet, qui est celui de donner les clés et les leviers à celles et ceux qu'on protège pour qu'ils décident de ce qui était bien pour eux, de ce qui était utile pour eux. Mais aussi créer les conditions d'une alternative, voir comment on pouvait finalement contribuer à la réduction des inégalités économiques, territoriales et sociales dans l'accès aux soins, participer à l'efficience du système de santé, conforter la démocratie sanitaire. C'est notamment faire en sorte que quand on est un assuré social, un patient, une personne malade en situation de handicap ou de dépendance, on n'est pas sujet, voire objet de soins, quelquefois, mais on est bien acteur de son parcours. Et donc, ça veut dire comment on organise ça, comment on accompagne toutes les situations de vie, heureuses, malheureuses. Une situation de maternité, en général, plutôt heureuse, un décès ou une pathologie lourde. Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que la personne ait le bon soin au bon moment
qu'on évite la perte de chance, parce que c'est aussi ça qui fait peur à nos concitoyens. La santé, ce n'est pas au moment de la Covid que c'est devenu une préoccupation première. C'est une préoccupation première depuis une dizaine d'années. Mais ça n'apparaissait pas, sauf à la dernière présidentielle, grâce à la Mutualité française et à l'initiative qu'avait prise Thierry Baudet, le président de la FNMF, de créer Place de la Santé, et ce qui a fait que tous les candidats à la présidentielle sont venus débattre, en fonction de leurs propositions, oui, etc., des sujets de santé. Et donc on est arrivé à faire en sorte que ça redevienne un sujet politique. Parce que c'est un sujet politique. La dernière fois avant, c'était en 1995, au moment de l'élection de Jacques Chirac et de la fracture, du thème de la fracture sociale, puisque c'était un des thèmes centraux à l'époque. Mais pendant plusieurs présidentielles, en 2002, en 2007, en 2012, alors que c'est la deuxième préoccupation des Français après le chômage, on ne traite pas de questions de santé. Oui. Les seules élections où on traite des questions de santé en général, c'est les municipales. Voilà. Alors que c'est une préoccupation absolument majeure. Donc c'est quand même quelque chose d'étonnant, finalement, d'une certaine façon, de voir que, alors que c'est une question politique, c'est devenu dans la tête des gens quelque chose de compliqué et qu'en gros, il faut forcément être expert pour pouvoir en parler. Non, tout le monde, aujourd'hui, peut avoir des idées, peut s'emparer de ces sujets-là. Et nous, notre rôle, c'est de leur donner les moyens de prendre pied dans ce débat et d'en devenir acteurs. Merci beaucoup, Eric. C'est tout à fait dans le sens du débat qu'on voulait organiser. Jean-Claude, tu es président d'un groupement d'employeurs de l'économie sociale, avec des comités d'entreprise, des associations, des coopératives, avec le soutien de mutuelles. Mais tu as été amené à prendre, le GOS a été amené à prendre des positions différentes de l'organisation majoritaire des employeurs de l'économie sociale, notamment sur la question des lois travail, des ordonnances, et plus généralement la question des rapports salariaux et des rapports sociaux à l'intérieur d'un entreprendre vraiment autrement. On a parlé Eric a admis qu'il pouvait y avoir des diversités de situations à l'intérieur de l'économie sociale, ce dont nous sommes tous conscients. À quelles conditions l'économie sociale, dans ce mouvement qui est en résonance avec les aspirations citoyennes, peut véritablement gagner en crédibilité, notamment sur ces questions sociales, et donc obtenir l'adhésion du plus grand nombre dans cette volonté à devenir la norme de l'économie de demain. 5 minutes. Oui, très bien. Non, mais juste avant, tu as fait référence au fait que nous étions depuis 2013 au village de l'économie sociale et solidaire. Je rappelle aussi quand même que l'Humanité, sauf erreur de ma part, est le seul, voire le rare, l'unique quotidien qui régulièrement publie un 4 pages consacré essentiellement à l'économie sociale et solidaire. Donc c'est important, le débat que nous avons là est important puisque l'Humanité traite de ces questions assez régulièrement et sur l'ensemble des sujets dans leur grande diversité, parce qu'effectivement l'économie sociale et solidaire, en dehors des diversités d'idées, il y a des diversités de champs sur lesquels elle peut intervenir. Et le GOS, justement, je dirais qu'il a un regard particulier parce qu'effectivement, on a dans nos adhérents effectivement cette diversité, associations, coopératives, SIC, mutuelles, partenaires, et d'autres partenaires qui, n'étant pas de l'économie sociale et solidaire, partagent nos valeurs, comme des avocats, des cabinets d'experts qui travaillent sur ces questions. Donc on essaye de réfléchir à la problématique que tu viens de poser. Et donc, effectivement, nous, on fait partie de ceux qui se fixent l'objectif de transformation de la société. Et on ne s'en cache pas, et je crois qu'il faut l'affirmer, parce qu'effectivement, ce débat doit avoir lieu à l'intérieur de l'ESS, malgré les approches différentes qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Mais quand on dit ça, c'est aller au-delà du discours. Nous, ce que nous souhaitons, c'est le mettre en pratique.
Et donc le mettre en pratique, ce n'est pas pour qu'on soit exemplaire en soi, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est pour contester au capitalisme le terrain de l'économie. Je crois qu'il faut faire la démonstration que sur le terrain de l'économie, eh ben, il y a d'autres solutions que la solution que nous propose le système actuel, d'ailleurs le néolibéralisme, on l'appellera comme on voudra. Donc nous avons, je pense, raison d'y croire à cette volonté de changement qui peut s'exprimer, parce que ça a été dit dans un débat précédent, la grande majorité des économistes, quelles que soient leurs écoles, je dis bien quelles que soient leurs écoles, ont reconnu lors de la crise de 2008 cette fameuse capacité dont tout le monde parle de résilience de l'économie sociale et solidaire. Donc si ça a été reconnu, c'est qu'il y a une raison, et une raison qui est partagée. Après, ça ne veut pas dire que ceux qui disent que nous avons cet esprit de résilience sont les premiers à nous suivre dans la volonté de transformation de la société. C'est un autre débat. C'est pourquoi je pense effectivement, comme tu l'as cité, Jérôme Sady, moi je pense qu'aujourd'hui il aura été cité plusieurs fois dans les débats sur l'économie sociale et solidaire, mais sur cette idée que l'ESS doit devenir la norme, je pense que c'est un débat interne important qui doit avoir lieu au sein de ESS France, au sein de toutes des CRES, au sein de toutes les structures où se retrouvent les membres de l'ESS. Notre volonté à nous, c'est d'associer à cette démarche tous les citoyens. Et donc tu vas comprendre que je reviendrai sur les salariés à un moment donné, puisque tous les citoyens, les salariés de l'ESS sont aussi des citoyens à part entière. Et dans le rôle de l'ESS, quelle place peuvent avoir les salariés dans ce... Mais les citoyens, pourquoi? Parce que les citoyens sont dans les territoires. Les citoyens, ils sont pas, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est un citoyen est ancré dans son territoire. Et en l'associant à la réflexion sur l'économie sociale et solidaire, on associe cette dernière à la réflexion dans son territoire. Moi, je ne sais pas si beaucoup se sont mêlés dans le débat des municipales, mais j'ai entendu parler beaucoup des associations dans le débat des municipales. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui peut germer, notamment des associations, alors qui étaient plus sur des bases, je dirais, de réponse à des besoins immédiats, sociaux, etc. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle qu'on ait ce débat. Moi, je crois que ce qui est important, et ce qui fera notre différence dans l'ESS, on dit gestion démocratique. Oui, gestion démocratique parce qu'on élit un conseil d'administration, on élit un bureau, on élit un président, donc on dit gestion démocratique. Mais pour moi, la gestion démocratique va beaucoup plus loin. C'est comment on associe les salariés de l'ESS à la gestion. Je suis un ancien syndicaliste. Je me battais dans les entreprises du secteur marchand pour dire qu'il faut associer les salariés à la gestion de l'entreprise. Pas la cogestion, mais les associer à la gestion de l'entreprise, notamment à travers le comité d'entreprise. Je constate que dans l'ESS, il y a encore très peu d'entreprises qui associent les institutions représentatives du personnel à la gestion de leur entreprise. Donc on est dans l'ESS, on pourrait paraître donneur de leçons sur ce que devrait être la démocratie au sein de l'entreprise et on ne se l'applique pas à nous-mêmes. Donc là, on a un vrai débat. Et une vraie politique, à mener. Je stigmatise personne parce qu'on a tous nos propres défauts et donc on pourrait faire le tour allègrement de beaucoup d'entreprises de l'ESS. Y compris chez tes adhérents. Y compris chez nos adhérents à nous. Hein. Donc c'est vraiment pour le débat général. C'est pour ça que nous, on souhaite travailler avec les confédérations syndicales parce qu'elles ont à apporter aussi dans la réflexion sur l'économie sociale et solidaire. Or, il y en a qui s'en occupent plus ou moins, mais il faut quand même essayer de voir avec elles comment on peut mieux travailler cette question parce qu'elles ont vraiment à nous apporter. Je crois que la notion de dialogue social dans l'ESS, ça ne doit pas être un slogan, mais ça doit être une réalité. Et ça, on a encore des efforts à faire là-dessus. Là où le capitalisme a échoué pour répondre aux besoins sociaux des populations et où la dictature du marché, j'aime pas le mot, mais je l'utilise, dictature du marché dans une économie où seulement c'est la loyale et non faussée qui est la règle, nous jouons sur solidarité, coopération, entre entreprises, dans les territoires, entre territoires, et la loi NOTRe n'aidera pas non plus. La loi NOTRe défait les territoires, puisqu'en créant ces grandes régions, elle ne crée pas les meilleures conditions de la coopération. C'est plus facile de coopérer entre petites régions qu'entre régions monstrueuses.
Je pense notamment à mes petits collègues du tourisme social qui se trouvent dans la région Nouvelle-Aquitaine, entre Saint-Jean-de-Luz et Poitiers. Je ne pense pas que c'est tout à fait les mêmes contextes de développement qui doivent se mettre en œuvre. Donc on voit bien que les politiques gouvernementales n'aident pas l'économie sociale à travailler aussi dans les territoires par la destruction qu'elle fait elle-même des territoires. En Île-de-France, la volonté de faire disparaître les départements de la petite couronne, de créer ce grand Paris où disparaîtraient peut-être les communes, c'est une volonté politique affirmée, sous le boisseau souvent, mais il y a cette volonté qui existe. Et donc je crois que là, on a des valeurs à défendre, de la territorialité. Et encore une fois, ce n'est pas être girondin ou anti-jacobin que de le dire, mais la proximité, c'est le lieu où effectivement on peut mieux développer les valeurs. Donc nous avons vraiment besoin de mener cette bataille. Et on en revient au débat qu'il y avait eu précédemment sur le plan gouvernemental, la petite part qui est faite à l'ESS, alors qu'on a lâché des milliards sur le CICE, le crédit impôt recherche. Là, on vient encore de lâcher 30 milliards aux entreprises qui essentiellement seront celles du CAC 40 qui vont en profiter, sans leur demander de contrepartie, sans exigence. Donc je crois que l'ESS, elle a des exigences, elle doit se les donner et elle peut faire la démonstration au gouvernement que si elles étaient aidées, elles auraient encore plus la facilité de répondre aux besoins auxquels elles aspirent. Et donc je crois que ça, c'est notre différence avec le secteur marchand. Voilà, j'en dirai pas plus parce que sinon je pourrais être très très long sur ces questions. Mais les associations, par exemple, les associations, vous avez eu le forum des associations samedi à Gennevilliers. Je suis au courant de la politique de Gennevilliers par cœur. Normal, c'est le centre du monde. Donc, on voit bien que les associations dans une commune, et ce n'est pas la seule commune à avoir le forum des associations, heureusement, il y en a beaucoup qui font le forum des associations, parce que ça veut dire que les communes sont conscientes, comme les associations sont conscientes, qu'elles ne peuvent pas vivre en dehors de ce lien avec la municipalité dans laquelle elles exercent leur activité. Et je crois que c'est ça qui fait la force de l'ESS. On a des communes qui font parfois des rendez-vous avec les entreprises de la localité, mais ce n'est pas du tout le même sens et la même valeur. Donc on a intérêt à développer ce type de lien avec les municipalités. Pour terminer, je dirais que dans ce cadre des territoires, les élus politiques, Patrice en est un, mais les élus politiques de toute nature, mais je pense à ceux qui partagent des valeurs communes avec nous, ont intérêt à prendre toute leur place dans ce débat. Tu l'as dit, il y a une secrétaire d'État maintenant qui est dédiée aux questions de l'économie sociale et solidaire. Comment les élus politiques nous aident dans ce débat avec la secrétaire d'État, parce que je pense que de l'Assemblée nationale aux communes, il y a vraiment un débat politique à avoir sur les vraies valeurs de l'économie sociale et solidaire. Merci Jean-Claude. Ce qui est très emmerdant, c'est que je viens de regarder le chronomètre et nous arrivons au bout de notre exercice. Alors, comme on ne va pas refaire tout un tour, je voudrais simplement demander à Patrice s'il est content, s'il a entendu des réponses qui sont dans sa quête de territoire de transformation démocratique et sociale. Oui, ça me conforte, mais en regardant toute la complexité, puisque même sur la définition donnée de l'ESS, sur des citoyens qui se regroupent, il faut faire aussi attention à l'entre-soi, et qui peut être excluant, parce qu'on peut se regrouper entre soi et de ne pas accepter. On a l'expérience, nous, sur les AMAP, on a créé une boutique associative bio, c'est toujours un débat pour voir comment on s'ouvre aux autres, aux gens différents de nous, pour que ce soit des lieux. C'est pour ça que ça me permet aussi de faire un petit hommage à Michel Besson. Il faut que dans l'ESS, il y ait aussi le mot équitable qui soit développé, parce que ça doit être du commerce équitable qui se met en ligne, justement pour que les salariés soient bien traités, que les consommateurs soient bien traités quand ce sont des entreprises de production, de biens ou de services. Mais ce sont des éléments extrêmement importants. Et puis, malgré ce qui se dit sur le monde associatif, malheureusement, je suis un peu pessimiste parce qu'il ne se renouvelle pas beaucoup. La vie est plus contradictoire et complexe que ça, mais il y a des gens qui se regroupent. En même temps, on n'a pas tant que ça au niveau local des associations qui se battent sur les questions d'intérêt général. Et ça reste une question. C'est pour ça que l'ESS
Et ces acteurs et ces actrices peuvent nous aider localement à combattre des idéologies dominantes, à pouvoir faire l'expérience. Parce qu'en fait, les idées sont aussi le produit de pratiques. Et quand on a des pratiques différentes de consommation, des pratiques différentes, comme vous le disiez, de coopération dans une structure économique ou dans ses relations à la santé, ça change aussi les idées. Donc je ne suis pas capable de dire ce qui est premier entre les idées et la pratique. Certainement qu'il faut articuler les deux. Mais en tout cas, l'ESS peut nous aider dans cette articulation, aller dans les deux côtés. Bon, mais je vais vous remercier. Je vais vous dire que, simplement, je vais profiter du micro qui nous est donné pour dire que un tel débat sur les territoires et l'économie sociale et la transformation démocratique et sociale va reprendre dans le cadre du mois de l'économie sociale, notamment le 13 et le 14 novembre à la Bourse du Travail de Saint-Denis, où les rencontres de la Plaine, dont le GOS et Rencontres sociales sont cofondateurs avec Plaine Commune, vont reprendre ces discussions en élargissant le panel et surtout en ayant un peu plus de temps pour aller jusqu'au bout de notre débat, pour aller plus loin dans notre débat. Voilà, donc merci Patrice, merci Éric Chenu, merci Éric Forti, merci Jean-Claude, merci à vous toutes et tous. Et puis donc, j'espère que vous serez nombreux à nous retrouver sur le site dédié par la Fête de l'Humanité sur la reprise de ces débats qui auront été tout au long de la journée fort intéressants. Merci beaucoup.